Bien, après avoir vu les variations climatiques récentes, on va maintenant s'intéresser aux variations climatiques beaucoup plus anciennes, celles qui vont commencer au Paléozoïque, donc 540 millions d'années, là où apparaissent les premiers fossiles, en passant par le Mésozoïque et le Cénozoïque. Nous sommes ici, d'accord, tout en haut, le dernier million d'années, ça correspond au chapitre précédent. Avant cela, j'attire votre attention sur quelque chose que je vous ai mis en ligne sur l'ENT, dans le chapitre 12, Variations climatiques récentes. Vous avez les vidéos donc du cours, et puis ici, je vous ai mis un lien vers un téléchargement d'un logiciel qu'on appelle SimClima, avec ici un tuto pour pouvoir travailler là-dessus. Quel est ce logiciel et pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Ce logiciel SimClima, lorsque vous l'avez installé, le voilà, vous permet de faire des simulations. Donc, vous lancez des simulations, vous choisissez l'état initial, soit maintenant, soit pré-industriel. Vous pouvez choisir votre durée de simulation. Et quel est l'intérêt? Bon, le nom et la couleur des courbes, peu importe. Je peux continuer. Voilà. SimClima vous permet de choisir des paramètres et de faire jouer ces paramètres et de voir l'influence de ces paramètres sur les températures à l'échelle mondiale. Ce qui veut dire que pour vous, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de réviser. Vous faites varier un paramètre, vous voyez les conséquences et vous vous posez la question, est-ce que je suis capable d'expliquer ces conséquences? Quels sont ces paramètres que je peux faire jouer? Tous les paramètres astronomiques qu'on a vus ensemble. Distance Terre-Soleil, excentricité, par exemple, obliquité. Je peux ici faire varier l'angle d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. D'accord? Ça, ce sont les premiers paramètres. Je peux aussi faire varier tout ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone. Émissions anthropiques liées à l'action de l'homme, mais aussi le CO2 lié au volcanisme et à l'activité des dorsales. On le reverra dans le chapitre qui vient. Le CO2 lié au stockage biologique sous forme de charbon et de pétrole, lorsque du charbon et du pétrole se forment, il n'y a pas décomposition de la matière organique, donc il n'y a pas restitution du CO2 à l'atmosphère. C'est ce qu'on verra aussi dans le chapitre qui vient. L'évolution du CO2 liée à l'altération continentale. On verra dans le chapitre qui vient que lorsqu'il y a une chaîne de montagnes et qu'il y a une très forte altération continentale, ça consomme du CO2. Donc en fait, ces trois paramètres qui sont là, on va voir comment est-ce qu'il joue dans le chapitre qui vient. Mais celui qui est là, vous pouvez commencer déjà à le faire jouer et voir les conséquences des variations de la libération de CO2 sur la température. Et vous pouvez aussi jouer sur des paramètres, albédo, océan, végétation et vapeur d'eau, voir ce que ça peut donner. Je ne vais pas trop aller voir là-dessus, à vous de voir comment ça fonctionne. Alors, par exemple, regardez. Si je règle mes émissions de CO2 liées à l'action de l'homme, et si je dis que rien ne bouge et que je reste comme aujourd'hui, et bien voilà, je clique dessus, ce que j'obtiens. J'obtiens l'évolution de la température sur les 500 prochaines années. L'évolution de la concentration en CO2 que j'ai réglée, mais aussi l'évolution de l'albédo, du niveau de la mer, voilà, j'ai des tas de paramètres qui sont là, l'évolution des GIC, gaz à effet de serre, d'accord. J'ai un certain nombre de choses qui vont évoluer, et je vais voir les conséquences de l'action d'un paramètre que j'ai sélectionné sur la température. Donc à vous de travailler avec ce logiciel, et de voir comment, quand je touche à un paramètre, ça a des influences sur la température à l'échelle du globe. Bien. Donc maintenant, on commence sur l'évolution des climats du Paléozoïque au Cénozoïque. Trois parties correspondant donc aux trois ères que l'on veut étudier. Cénozoïque, Mésozoïque, Paléozoïque. Au Cénozoïque, on va voir que globalement, on va avoir une baisse de température depuis le Crétacé qui est ici jusqu'à aujourd'hui. Crétacé, il y a 65 millions d'années, c'était la période la plus chaude de l'histoire de la Terre. Et globalement, la température depuis le Crétacé diminue. Aujourd'hui, on est dans une période froide de l'histoire de la Terre. Paradoxalement, on parle de réchauffement climatique, oui, mais ce réchauffement climatique lié à l'action de l'homme se situe dans le cadre d'une période aujourd'hui qui est une période froide de l'histoire de la Terre. Alors pourquoi froid? Et comment est-ce qu'on peut le savoir? Déjà, on peut regarder quelque chose que vous connaissez, le delta O18 dans les carbonates. On peut faire des carottes dans les sédiments au fond des océans, et lorsqu'on est dans ces sédiments au fond des océans, on a des carbonates, on a des calcaires, on a les organismes planctoniques qui se sont déposés. Là, on travaille sur des foraminifères, qui sont des micro-organismes planctoniques. Lorsqu'on regarde le delta O18 de ces foraminifères depuis 65 millions d'années, on s'aperçoit que ce delta O18 augmente. Attention à cette échelle. Je vais de valeurs négatives à des valeurs positives, donc l'échelle est inversée. Donc je constate que le delta O18 globalement augmente. Je sais, je l'ai vu,
que si le delta O18 des carbonates augmente, ça veut dire que la température diminue. D'accord? Le delta O18 dans les carbonates ne varie pas comme le delta O18 dans les glaces d'épaule. Ici, le delta O18 des carbonates augmente, donc la température diminue. Avec des diminutions variables. Quand je suis au niveau tropical, globalement, le delta O18, il reste constant. Par contre, quand je suis au niveau de l'Antarctique, là, le delta O18 diminue fortement. Et puis, il y a aussi des variations en fonction du lieu de vie des foraminifères. Là, j'ai une courbe qui est pratiquement constante depuis le Crétacé. Ça concerne les foraminifères planctoniques, qui vivent en surface, du Pacifique. Par contre, dans le Pacifique, les foraminifères qui vivent sur le fond, eux, voient un delta O18 augmenter. Donc, globalement, la température diminue depuis le Crétacé, mais pas de la même façon partout. Comment expliquer cette baisse de température? On va voir que cette baisse de température s'explique par des causes tectoniques, et que la tectonique des plaques a une influence sur la température mondiale. Pour ça, on va regarder déjà la position des continents au Crétacé. Alors, vous allez pouvoir lancer ici Tectoglobe 3D. Voilà, je suis ici. D'accord? Et sur Tectoglobe 3D, on peut, en allant dans Action, Extra, visualiser la disposition passée des continents. Et je vais me placer ici, au niveau de l'Antarctique. Ok. Qu'est-ce que je constate aujourd'hui? C'est qu'au niveau de l'Antarctique qui est là, est en fait ceinturé par l'océan. Okay? L'Antarctique, qui est ici, est ceinturé par l'océan. Et autour de l'Antarctique, j'ai aujourd'hui un courant qu'on appelle le courant circumpolaire. Vous voyez, ce courant qui est là, qui fait le tour de l'Antarctique. Un courant d'eau très froide. Ce courant d'eau très froide protège l'Antarctique de l'influence de courants d'eau chaude qui pourraient arriver des pôles. Je vous ai mis dans le NT un exercice, on en reparlera, sur ici dans les variations climatiques anciennes. Et cet exercice, voilà, celui-ci, exocirculation océanique. Et dans cet exercice, vous avez un lien vers une vidéo qui vous montre la circulation des océans aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller le voir pour comprendre comment l'eau des océans circule aujourd'hui. Je ne vais pas vous le mettre ici, parce que ça ferait une vidéo trop longue, mais je vous encourage vivement à aller voir le lien qui est dans cet exercice qui est là. Donc aujourd'hui, j'y reviens. J'ai un courant circumpolaire qui fait le tour de l'Antarctique, courant très froid. Ce courant très froid protège les glaces de l'Antarctique de l'influence des courants chauds qui descendraient de l'équateur. Ce qui fait que aujourd'hui, en permanence, toute l'année, j'ai une calotte glaciaire sur l'Antarctique. Est-ce que ça a été le cas tout le temps? Non. Je vais revenir à mon... Voilà. Je vais revenir à mon Tectoglobe 3D qui est là, et je peux remonter il y a 65 millions d'années. Voilà, ici. Et qu'est-ce que je constate? Il y a 65 millions d'années, l'Antarctique qui était là n'était pas entouré par de l'eau. J'avais une continuité, j'avais des terres qui rejoignaient l'Amérique du Sud qui est là, à l'Antarctique. L'Australie était collée à l'Antarctique. Donc ça veut dire que je n'avais pas ce courant circumpolaire d'eau très froide. Ça veut dire que les eaux chaudes qui descendaient de l'équateur venaient ici lécher l'Antarctique et de ce fait réchauffaient l'Antarctique et il n'y avait pas de calotte glaciaire sur l'Antarctique. Qu'est-ce qui s'est passé progressivement? Je me déplace, regardez, vous voyez que progressivement, entre le Crétacé et aujourd'hui, l'Antarctique va s'isoler et l'eau va pouvoir circuler autour de l'Antarctique de manière libre, comme c'est le cas aujourd'hui. Quelle est la relation avec le climat? Bien, c'est assez simple. Si j'ai mis en place d'un courant froid, l'Antarctique va être isolée, la calotte glaciaire pourra se maintenir. Or, une calotte glaciaire, c'est blanc. Donc ça veut dire que globalement, la couleur de la Terre va s'éclaircir. L'albédo va diminuer. Je vous rappelle, l'albédo, valeur de l'énergie réfléchie sur l'énergie incidente. D'accord? Ici, l'albédo, énergie absorbée sur énergie incidente. Voilà. Ici, globalement, la température, j'y arriverai. J'ai cette calotte glaciaire qui se met en place. La glace, c'est blanc. Donc globalement, l'énergie qui arrive, l'énergie solaire, va être plus réfléchie. Si l'énergie solaire est plus réfléchie, ça veut dire que le sol va absorber moins d'énergie.
j'ai plus d'énergie réfléchie, j'ai moins d'énergie absorbée. Si j'ai moins d'énergie absorbée, j'ai moins d'infrarouge émis. Si j'ai moins d'infrarouge émis, eh bien, l'effet de serre va diminuer. La mise en place de ce courant circumpolaire, conséquence de la tectonique des plaques, a pour conséquence une baisse de l'effet de serre par modification de l'albédo à la surface de la Terre, puisque la glace réfléchit la lumière. Voilà, donc ça c'est la première cause. Alors j'ai pas été très clair, je me suis embrouillé par rapport à l'albédo. Reprenez la définition de l'albédo que vous avez sur la première vidéo pour clarifier tout ça, mais globalement je pense que vous avez compris. J'ai mis en place de ce courant polaire qui entoure ici l'Antarctique, qui protège l'Antarctique du courant chaud qui arrive de l'équateur, qui fait que la calotte glaciaire peut se mettre en place. Une calotte glaciaire c'est blanc, donc l'énergie n'est plus absorbée. Si l'énergie n'est plus absorbée, je n'ai plus de rayonnement infrarouge, donc globalement l'effet de serre diminue. Bien. Deuxième cause liée qui va expliquer la baisse de température. Deuxième cause qui est aussi liée à la tectonique des plaques. C'est la mise en place de la chaîne alpine. Depuis 60 millions d'années, l'Afrique percute l'Europe. Le bloc arabique percute l'Europe. Le bloc indien percute l'Europe. Et se met en place cette grande chaîne alpine et himalayenne que je peux voir ici à la surface de la Terre. Et alors? Eh bien, il va falloir revenir à votre cours de seconde. Quand j'ai un relief qui se met en place, automatiquement et systématiquement, c'est suivi d'une érosion, d'une altération. Toujours. L'altération est ce phénomène par lequel un relief est détruit. L'érosion est ce phénomène par lequel les résultats de l'altération est déblayé. L'érosion déblaye, l'altération détruit. L'altération peut être physique ou chimique. L'altération physique, c'est par exemple l'alternance gel-dégel. Quand l'eau gèle, ça fait exploser des roches, d'accord? Et ça casse en petits morceaux une roche existante. L'altération chimique, c'est ce qui va m'intéresser ici. Pourquoi? L'altération chimique, c'est l'action de l'eau sur les roches. L'eau est un dipôle, H2O, avec une charge plus, une charge moins. Lorsque j'ai formation dans la chaîne des montagnes, des roches anciennes sont mises en surface. Des roches granitiques, des roches magmatiques, des roches métamorphiques. Ces roches mises en surface vont être mises en contact de l'eau. Exemple, ici un silicate, CaAl2SI2O8. L'eau va altérer ce silicate, CaAl2SI2O8 plus H2O, plus CO2 va me donner un minéral argileux avec mise en solution d'ion, Ca2 plus HCO3-. Quel est l'intérêt de cette équation? Non pas de la retenir, mais de constater que l'altération chimique consomme du CO2. Et quels que soient les minéraux que je vais prendre, l'altération chimique des minéraux qui sont mis en relief du fait de la collision continentale va consommer du CO2. Donc quand j'ai une très grosse chaîne de montagnes, ce qui est le cas ici, à la fin, au Cénozoïque, quand j'ai cette très grosse chaîne de montagnes, eh bien, je vais avoir une altération très importante. Et cette altération très importante va consommer du dioxyde de carbone. Voilà la deuxième raison de la baisse de température depuis le Crétacé. La mise en place de cette chaîne de montagnes. Donc, c'est encore une cause tectonique. D'accord? L'altération consomme du dioxyde de carbone, c'est ce qu'il faut retenir. C'est absolument essentiel. Et plus j'aurai de chaînes de montagnes, plus le climat sera froid. Toutes les périodes de l'histoire de la Terre au cours desquelles se sont mises en place des chaînes de montagnes se sont accompagnées d'une baisse de température. Et c'est ce que j'ai, moi, depuis le Mésozoïque, donc sur toute cette période du Cénozoïque, pendant laquelle, d'une part, se met en place la calotte glaciaire en Antarctique, d'autre part, se met en place la chaîne alpine dans les Alpes. Voilà pourquoi, à l'échelle du Cénozoïque, eh bien, on a globalement une baisse de température. Maintenant, va falloir aller voir ce qui se passe au Mésozoïque. Mais ça, c'est la diapo suivante. Voilà. Surtout, prenez tout ça en note, construisez bien votre cours et posez-moi des questions s'il y a besoin. À bientôt.